Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Je reviens à mes fermiers. Quand Georges III arrive au pouvoir en 1756, une nouvelle organisation des terres agricoles en fait est en train de se faire, qui avait fait ses tout premiers pas sous la dynastie des Tudors, et elle se met en place à ce moment-là. En fait, ça avait commencé sous les Tudors, donc ça a mis plus d'un siècle évidemment à se faire. Et très vite, là où se trouvaient auparavant des pâtures dont l'œil n'aurait pas pu distinguer les limites, eh bien, se dessinent à la place de drôles de damiers composés de petites fermes délimitées entre elles par des clôtures ou des haies d'aubépine. Les champs, avant, étaient immenses, et bien maintenant entourent sobrement chacune des fermes sans plus se mélanger avec les terres des voisins. Et tout ça est en train de changer. C'est ce qu'on appelle l'enclosure system, imaginé dans le but d'expérimenter de nouvelles formes d'agriculture et d'élevage qui ne pourraient en aucun cas se pratiquer sur de vastes terres dépourvues de clôture. Et là où les choses se compliquent, et vous allez comprendre, c'est que les fermiers ne sont pas toujours propriétaires des parcelles sur lesquelles ils travaillent. Résultat, vous avez pas mal de petits fermiers qui sont carrément expulsés de leurs terres par des châtelains qui décident de changer leur méthode de fermage après avoir enclôturé, si j'ose dire, leur terrain. Et par voie de conséquence, les paysans démunis n'ont alors plus d'autre choix que de vendre leur labeur aux grands propriétaires ou, dans la plupart des cas, de migrer vers les villes pour y trouver un travail et un toit. La révolution industrielle arrive par-dessus, va produire des machines efficaces qui rend en plus le savoir-faire des fermiers foncièrement obsolète. En ville, les conditions de vie des anciens paysans, vous le savez, je ne vous apprends rien, se dégradent terriblement, alors qu'en plus, ils ont du mal à s'adapter à leur nouvelle vie. Ils s'appauvrissent, ils dépendent maintenant de l'assistance publique qui les aide grâce à l'argent de ce qu'on appelle la poor tax, qui est collecté sous forme d'impôts dans chaque paroisse. Et pourtant, ce misérable coup de pouce n'est pas suffisant. Les nouveaux prolétaires travaillent sans relâche, parfois jusqu'à 14 heures par jour, pour un salaire ridiculement insignifiant. Les femmes suivent leur exemple et commencent à travailler dans les mines et les usines, aux côtés d'enfants, même des enfants squelettiques, épuisés, que des entrepreneurs ont loués aux orphelinats du quartier. Certains d'entre eux n'ont pas plus de 6 ans. C'est donc bien dans ce contexte socio-économique, que je dirais catastrophique, qui tout ça s'intensifie au fur et à mesure que les villes se développent et que l'industrialisation du pays suit son cours. C'est la marche de l'histoire, on n'y peut rien. Une nouvelle menace plane alors sur l'Angleterre. Au milieu de tant de misère, certains individus décident de ne plus se laisser faire, ou du moins n'ont pas d'autre choix que de changer les règles du jeu. Et vous avez dans chaque coin de rue des criminels qui viennent au monde tuant, volant, trichant, escroquant pour avoir une chance de survie, si vous voulez. Les maçons, ébénistes, forgerons, menuisiers, qui sont familiers avec les points faibles des maisons qu'ils construisent, se convertissent en cambrioleurs. La Tamise grouille de pirates qui tentent de s'emparer des richesses qui arrivent au port. Les marins et les dockers s'organisent parfois même ensemble et facilitent le travail des brigands en échange d'une partie de leur butin. C'est l'Angleterre de cette époque. Bref, le monde urbain se transforme vite en un espace éclectique et dangereux où la misère côtoie l'opulence la plus totale. D'un côté, vous avez les pauvres qui s'agglutinent dans des taudis où la criminalité fait régner sa loi, et puis de l'autre, vous avez les beaux quartiers qui surgissent, évidemment, où vous avez de grands propriétaires qui se prélassent dans les plaisirs sans se soucier, évidemment, des conditions de vie de leurs ouvriers, bien entendu, mais ça, c'est pareil partout. Et j'allais dire, ça a toujours été, l'homme est ainsi fait. C'est ce deuxième groupe, évidemment, qui a le pouvoir, le vrai pouvoir. Les grands propriétaires fonciers siègent en effet en majorité à la Chambre des communes et possèdent l'opportunité non négligeable de faire entendre leur voix sur les questions de régence du pays. C'est par ce biais que la juridiction anglaise subit elle aussi quelques bouleversements particulièrement intéressants pour notre histoire. Les autorités ont donc perdu, vous l'avez compris, le contrôle. Des vagues d'anciens paysans et de soldats démobilisés, je parle vraiment de vagues, viennent grossir sans relâche les rangs des chômeurs. Les guerres contre les armées françaises laissent des traces tenaces dans l'économie du pays, forçant inévitablement les prix à monter et les salaires à baisser. Au même moment, la révolution industrielle profite à ceux qui sont assez chanceux pour être propriétaires de commerces ou d'usines. Chez eux, les richesses se multiplient, ce qui ne manque pas d'amplifier l'avidité de ceux qui en sont démunis. Un fossé de classe est désormais
à déplorer. La société anglaise est scindée véritablement en deux, et chaque camp ne pense qu'à assouvir ses propres intérêts. C'est dans ce contexte délicat que le gouvernement britannique se voit dans l'obligation d'intervenir pour assurer un semblant de paix civile et de cohésion sociale. Sauf que, encore une fois, je le rappelle, la Chambre des communes est majoritairement composée de propriétaires fonciers, de riches propriétaires fonciers. La solution du gouvernement ne se préoccupe donc, sans grande surprise, que des intérêts économiques de la classe dominante, sans prendre en compte les problèmes sociaux majeurs auxquels la nation fait face. La richesse et la pauvreté extrême impliquent soudainement une mutation de la criminalité vers l'appropriation illégale de biens. La violence a commencé à baisser, c'est assez incroyable. Les agressions physiques deviennent de moins en moins courantes et le code pénal est très vite réévalué. Désormais, le vol est tout aussi répréhensible que le meurtre et se voit puni de mort dans l'espoir de dissuader les éventuels brigands. Et vous savez que c'est pas ça qui les arrête en général. Avec ces mesures, les intentions de la Grande-Bretagne sont claires. Il faut protéger la propriété privée. Le système pénal anglais, qu'on nomme communément le Bloody Code, répertorie tous les crimes capitaux contre lesquels se bat la nation. En 1688, on en compte 55. En 1765, le chiffre s'est multiplié de manière exponentielle pour arriver à 160. Je parle de crimes capitaux. Le recueil de lois déborde désormais d'infractions ridicules, entraînant le châtiment le plus funeste, c'est-à-dire la peine de mort. Pire encore, ces délits capitaux ne sont pas les seuls à être punis de mort. Vous avez de nombreuses autres infractions qui connaissent la même répression, même si elles ne sont pas détaillées dans le Bloody Code. C'est comme ça que vous avez la plupart des escrocs, des faux-monnayeurs, des contrebandiers qui se retrouvent exécutés carrément au cours du XVIIIe siècle. En parallèle, le code pénal dresse une série de listes visant à répertorier les différents biens que l'homme est susceptible de voler et d'y attacher une valeur marchande. C'est assez incroyable. Je prends un exemple, les chiens, les poissons et les lièvres qui n'appartenaient auparavant à personne sont maintenant considérés comme des biens individuels que l'on peut acquérir à sa guise. La propriété collective connaît le même sort et les activités normalement libres du glanage des champs, de la chasse au lapin et de l'utilisation des prés communaux tombent dans le domaine du privé. Vous avez compris pourquoi. C'est en faisant ça, forcément celui qui s'accapare de ces biens-là ou de ces choses-là, forcément tombe sous le coup de la loi. Donc on est obligé de faire une loi à l'avance, etc. Tout ça gonfle évidemment le code pénal. Et ce nouveau code, ce nouveau code, il est nouveau parce qu'il y en a de plus en plus, se mêle par ailleurs à des lois plus anciennes qui ressurgissent parfois de manière incongrue. Par exemple, si un homme entre par effraction dans une maison un matin d'été, en plein jour, la juridiction considère son acte comme un simple délit. Par contre, s'il brise une vitre par une après-midi d'hiver ou un après-midi d'hiver avec l'intention de voler ce qui se trouve dans le bâtiment, là, il aura droit à la peine de mort. C'est un système à ne plus rien y comprendre du tout, mais comme partout, nul n'est censé ignorer la loi, donc évidemment, ça tue à tout va. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.